Alors, donc, bonjour à toutes, bienvenue sur ce webinaire qui vous est proposé par l'association Rose Up. Comme je le disais juste avant, je suis Benjamin, chargée d'accompagnement pour ma maison Rose Up. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec le docteur Trédan. On va donc parler cancer métastatique. N'hésitez pas à interagir avec nous dans la partie discussion. Je pense qu'on fera peut-être une session questions-réponses en fin de séance. Euh, voilà, ce webinaire est ouvert à toutes, adhérentes et non adhérentes. Donc, merci d'y participer. Si vous n'avez pas encore adhéré, eh bien, n'hésitez pas à le faire à la suite de ce webinaire. Votre adhésion nous permet de continuer toutes nos actions, à savoir l'information avec le Rose Magazine, qui est disponible dans de nombreux centres de soins. Il y a également toutes les actions d'accompagnement en soins de support dans les maisons Rose Up de Paris, de Bordeaux, et puis bah, comme on le fait aujourd'hui à distance. Et puis, il y a également toutes les actions de plaidoyer avec la défense des droits des femmes touchées par un cancer. Voilà. Je vous laisse la parole, docteur, et je serai votre intermédiaire quand il y aura des questions. D'accord, très bien. Merci pour cette invitation. La première question, c'est celle de la définition. C'est quoi une métastase? C'est quoi un cancer métastatique? C'est quoi un cancer métastasé? Est-ce qu'il y a une différence entre métastatique et métastasé? Une métastase, par définition, c'est des cellules cancéreuses qui proviennent d'un organe et qui sont allées diffuser à un autre organe. Le cancer a cette capacité d'agressivité qui fait la nature même du cancer. Le cancer grignote en fait l'entourage du tissu, de l'organe dans lequel il se développe et a tendance à aller se localiser ailleurs. C'est ça une métastase, c'est bien la formation d'une tumeur dans un autre organe que le cancer initial. On peut dire que le cancer est métastasé, c'est-à-dire qu'il a fait des métastases et que la situation est métastatique, c'est-à-dire que la personne, le patient, présente des métastases de son cancer. On peut utiliser les deux mots métastasé, métastatique, un petit peu comme on veut. Comment on détecte des métastases et pourquoi ces cellules tumorales migrent de la tumeur initiale vers un autre organe et quels autres organes. Alors, comme je vous l'ai dit, le cancer est une maladie où les cellules cancéreuses acquièrent une certaine autonomie, ne sont plus régulées par l'organisme. En fait, il y a un développement anarchique des cellules. Elles évoluent pour leur propre compte et elles n'ont qu'un seul objectif, c'est de se reproduire, c'est de faire de plus en plus de cellules et donc d'être agressives par rapport à leur environnement, l'organe dont ils sont dépendants. Ils ne sont plus dépendants de cet organe, grossissent dans l'organe et diffusent à l'extérieur. C'est ça le principe. Quand on prend le cancer du sein, il y a donc des cellules qui se développent à l'intérieur du sein qui sont cancéreuses, qui sont originellement des cellules de sang et qui sont maintenant des cellules de cancer du sein. Elles grossissent à l'intérieur du sein et vont avoir tendance à grignoter autour et à arriver vers des vaisseaux, deux types de vaisseaux, les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques. Les cellules cancéreuses vont continuer à grignoter, elles vont grignoter le vaisseau sanguin, elles vont grignoter le vaisseau lymphatique, et les cellules cancéreuses vont rentrer dans cette tuyauterie. Elle va après diffuser par ces deux voies, c'est-à-dire le sang, les vaisseaux sanguins, et la lymphe, les vaisseaux lymphatiques. Le premier relais qu'on a en tête pour le cancer du sein, c'est les ganglions. Les ganglions, c'est des filtres sur les vaisseaux lymphatiques. Donc, les cellules cancéreuses se développent dans le sein, rentrent dans le vaisseau lymphatique, diffusent dans les selles pour arriver au premier relais ganglionnaire, le ganglion axillaire. Vous savez, c'est celui qu'on enlève quand on fait une opération d'un cancer du sein. Normalement, le ganglion joue un rôle de filtre, empêche la diffusion au-delà du ganglion. La cellule cancéreuse reste dans le ganglion, où il y a le système immunitaire qui essaye de tuer ces cellules cancéreuses, mais malheureusement, parfois, ça ne marche pas. Les cellules cancéreuses continuent à diffuser au-delà du ganglion, circulent dans la lymphe et
peuvent après se localiser n'importe où dans le système lymphatique. C'est la même chose pour les vaisseaux sanguins, le deuxième canal de diffusion des cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses rentrent dans le vaisseau sanguin et sont après dans la circulation et sont capables donc d'aller se localiser n'importe où, puisque comme c'est dans la circulation sanguine, ça peut aller se localiser dans les poumons, dans le foie, dans les os et à peu près n'importe où dans l'organisme. À nouveau, il y a quand même un système immunitaire qui essaye de tuer ces cellules cancéreuses circulantes, mais parfois notre système immunitaire est dépassé par l'événement. Et donc, une cellule cancéreuse vient se localiser par exemple dans le foie, rentre dans le foie par le système sanguin, continue à se développer, il forme une nouvelle tumeur, c'est la métastase hépatique du cancer du sein. Et là, c'est une notion très importante, il faut que tout le monde comprenne bien ça. Si à l'intérieur du foie se développe une métastase, ça n'est pas un cancer du foie, c'est bien la métastase du cancer du sein, c'est-à-dire les cellules du sein qui sont devenues cancéreuses, qui ont été agressives au point d'aller se localiser dans le foie, d'y développer une nouvelle tumeur, pas un cancer du foie, mais bien une localisation dans le foie du cancer du sein. C'est une métastase du cancer du sein. Et donc, ça, c'est très important parce que j'ai parfois certaines de mes patientes qui me disent « mais j'ai un cancer du foie ». Non, vous n'avez pas de cancer du foie, ce n'est pas un cancer de cellules du foie, mais c'est bien un cancer du sein métastasé dans le foie. Alors, la question est comment on peut différencier quand on a une tumeur du foie, une métastase d'un cancer du sein et un cancer du foie? Et bien ça, c'est le travail du médecin qui s'appelle l'anatomopathologiste. Quand on fait une biopsie, quand on fait une biopsie d'une tumeur, que ce soit à l'intérieur du sein ou à l'intérieur d'une tumeur du foie, il y a un travail d'expertise au microscope qui est fait par l'anatomopathologiste, le biopathologiste, qui va regarder au microscope le prélèvement du tissu tumoral à l'intérieur du foie. Si vous avez à cette analyse une tumeur qui ressemble à une tumeur du sein, avec des caractéristiques de cellules mammaires et de cellules cancéreuses, l'anatomopathologiste fait le diagnostic de métastase hépatique, donc du foie, du cancer du sein. Par contre, si ça ressemble à des cellules de foie, avec des caractéristiques de cancer, ça peut être un cancer du foie. Et c'est pour ça que de plus en plus, dans la prise en charge des patients, notamment pour le cancer du sein, on va faire des biopsies des métastases ou des biopsies des tumeurs. Justement, premièrement, pour faire le diagnostic, c'est bien une métastase du cancer du sein, et ça n'est pas un cancer du foie. Et puis, les caractéristiques propres de cette métastase orientent les traitements. Parce que lorsqu'il y a un processus de métastase, entre la tumeur initiale et la métastase, il se passe beaucoup d'événements. Et notamment, les caractéristiques propres du cancer du sein, par exemple sa sensibilité aux hormones, peut être différent entre la localisation du sein initial et le développement de la métastase dans le foie. Donc, on a besoin de savoir si, par exemple, les cellules du cancer du sein à l'intérieur du foie sont toujours sensibles aux hormones ou pas. C'est donc bien le travail de l'anatomopathologiste. Question suivante, pourquoi les métastases touchent en premier les ganglions? Alors, les ganglions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, c'est le premier relais du développement du cancer. Très rapidement, les cellules cancéreuses passent dans la lymphe et effectivement, comme le système immunitaire essaye de manger ces cellules cancéreuses, de les éliminer, c'est souvent les ganglions qui sont touchés. Donc, le premier geste chirurgical du cancer du sein, c'est bien l'opération du sein et des ganglions, puisque c'est souvent là que se situent les cellules cancéreuses du cancer du sein. Ça nous donne une information très importante au tout début de l'histoire de cette maladie, c'est est-ce que les cellules cancéreuses sont capables d'aller dans la circulation lymphatique ou dans la circulation sanguine. C'est évidemment un facteur de mauvais pronostic quand on a des cellules cancéreuses à l'intérieur des ganglions, donc de la circulation lymphatique ou de la circulation sanguine. Ça donne en fait cette information que le cancer est agressif au point de pouvoir se diffuser dans la circulation. C'est donc très important de savoir ça et on essaie de savoir ça dès le début de la maladie. Alors, je vais vous introduire deux mots qu'on utilise souvent.
les métastases synchrones et les métastases métachrones. Il arrive que parfois, les métastases soient en même temps que le diagnostic du cancer. C'est donc synchrone, c'est en même temps. Et la maladie est donc d'emblée métastatique ou d'emblée métastasée. Et puis parfois, il y a une rechute sous forme de métastase. Et donc là, c'est des métastases métachrones à distance du cancer initial. Typiquement, on vous opère d'un cancer du sein et 3 ans, 5 ans, 10 ans après apparaissent les métastases. C'est donc un redéveloppement du cancer, une rechute du cancer, une récidive sous forme de métastase. C'est la même maladie, c'est toujours le cancer du sein qui est devenu métastatique ou métastasé. Je viens de recevoir une question quand on ne peut pas biopsier les métastases parce qu'elles sont trop petites ou qu'elles sont inaccessibles. Comment fait-on? Alors effectivement, c'est un problème clinique aujourd'hui. On a besoin d'avoir le maximum d'informations sur les métastases, d'où la nécessité de biopsier. Aujourd'hui, on est en train de développer un système où, comme je vous l'ai dit, il y a des cellules tumorales qui sont dans la circulation, les cellules métastatiques, et il y a même de l'ADN, le code génétique, qui circule dans notre sang, quand on a des métastases, par exemple. Et donc, si une métastase n'est pas accessible, il sera probablement possible, dans les années qui viennent, de prélever du sang et de capturer l'information à partir du sang circulant, les cellules tumorales circulantes ou l'ADN tumoral circulant. On a de l'information importante dans ce code génétique. On n'aura pas forcément besoin systématiquement de biopsier, particulièrement lorsque les biopsies sont difficiles parce que la métastase est trop petite ou dans une situation trop compliquée, par exemple le cerveau. Donc voilà, à nouveau, le message, c'est on a besoin de l'information sur la métastase en elle-même, parce que ça oriente les traitements, et on aura demain la possibilité de capturer de l'information, même sans biopsier, mais ça reste l'événement le plus important pour la stratégie du traitement, voilà, de bien caractériser ces métastases. Alors, quels sont les organes les plus touchés? Est-ce qu'il y en a qui sont plus touchés que d'autres? Si on prend donc cet exemple du cancer du sein, le cancer du sein, effectivement, fait très souvent des métastases ganglionnaires et des métastases osseuses. Et là, je vais vous donner une nouvelle information. Quand on parle de métastases osseuses, donc ça, vous avez bien compris que ce n'était pas un cancer des os, mais que c'était bien une localisation osseuse du cancer du sein. Quand vous avez des métastases dans les os, en fait, l'atteinte est ostéomédulaire. Vous savez, dans l'os, comme ce qu'on voit dans l'os à moelle, hein, vous savez, il y a la partie dure, ce qu'on appelle le cortex, la corticale de l'os, et puis la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est l'usine à production des globules. C'est là où se produisent nos globules rouges, nos globules blancs et nos plaquettes. C'est la partie toute molle à l'intérieur de l'os dur, de l'os à moelle que parfois on mange. Eh bien, en fait, quand on a une métastase de l'os, en fait, c'est des cellules cancéreuses qui ont circulé dans notre sang et qui sont allées dans l'usine à production des cellules sanguines, c'est-à-dire la moelle osseuse. Il est très fréquent dans le cancer du sein d'avoir des cellules cancéreuses à l'intérieur de la moelle osseuse. Et puis, elles se développent et elles viennent grignoter à nouveau le tissu autour, c'est-à-dire l'os cortical, le cortex. Et donc, vous avez une atteinte de la moelle médulaire et de l'os cortical, cortico-médulaire, c'est comme ça qu'on les appelle en médecine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, les cellules cancéreuses se développent dans l'usine à production des cellules sanguines comme les globules rouges. Donc, il y a une atteinte médulaire dans la moelle osseuse du cancer du sein, et ça va venir empêcher la production des globules, notamment des globules rouges et des plaquettes. Et donc, c'est pour ça que dans certaines situations de cancer du sein, l'usine à production des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes ne marche pas forcément très bien. Et donc, on a une baisse des globules aussi parce que les cellules cancéreuses ont métastasé dans la moelle osseuse. C'est une situation assez fréquente. Bien sûr. Selon l'emplacement des métastases, en fonction du foie, par exemple, ou des os, est-ce qu'il y a une diffusion qui est plus ou moins rapide vers d'autres organes? Alors, excellente question. La rapidité de développement des métastases ne dépend pas
ni de la localisation du cancer initial, ni de la localisation des métastases. Ce n'est pas parce que c'est arrivé dans le foie que ça va plus vite, par exemple, aller vers les poumons. Ce qui est important dans le processus des métastases, c'est en fait la cellule cancéreuse elle-même. Est-ce qu'elle a ces caractéristiques particulières qui font qu'elles sont très agressives très vite et qu'elles se développent dans n'importe quel organe, le foie, les poumons ou le cerveau, ou est-ce qu'en fait elle n'a pas ces caractéristiques-là? Et c'est pour ça qu'il y a deux types d'évolution des métastases. Vous avez des métastases qui évoluent lentement, qui évoluent surtout dans la moelle osseuse, dans les os ou dans les ganglions et qui ne touchent pas les organes importants comme le foie, les poumons ou le cerveau, parce qu'en fait, le cancer en lui-même n'a pas encore de caractéristiques d'agressivité ou n'aura pas de caractéristiques d'agressivité importantes. Et à contrario, vous avez malheureusement des cancers qui sont très agressifs intrinsèquement par eux-mêmes et ça fait développer très rapidement des métastases dans le foie, dans le poumon ou dans le cerveau. Et vous avez bien compris que quand ça se développe dans ces organes-là, ça menace la vie des patients. Donc en fait, ce n'est pas leur localisation qui est importante, ce n'est pas leur nombre qui est important. Parfois, on suit des patientes qui ont beaucoup de métastases, mais si les métastases ne sont pas très agressives, si les cellules cancéreuses ne sont pas agressives et si elles répondent, si elles sont sensibles au traitement, par exemple à l'hormonothérapie, c'est des traitements qui marchent et qui permettent d'endormir le cancer, de mettre le cancer en rémission pendant longtemps. Alors, j'ai d'autres questions, peut-être que vous vouliez me les poser. Oui. Je vous écoute sur Oui. biopsie. Juste à la parenthèse sur la biopsie liquide, où effectivement, la biopsie liquide, c'est cette histoire d'aller capturer les cellules cancéreuses ou alors l'ADN des cellules cancéreuses dans le sang. Il faut bien savoir que ça, pour l'instant, c'est une voie de recherche et que ça n'est pas encore la routine. Aujourd'hui, on pense que ça va nous aider, mais ça va nous aider dans le futur. Et pour le quotidien de la prise en charge des patients, on ne fait pas encore de biopsie dite liquide. D'accord. Donc, on a Carole qui nous demande comment expliquer que les cellules cancéreuses du sein migrent plutôt par voie veineuse et non par voie lymphatique, alors que les ganglions sont le premier relais. Alors, ce n'est pas tout à fait clair. Ce n'est pas sûr que ça migre plus par le sang que par la lymphe. C'est probablement les deux. Alors, une information importante anatomique, en fait, le système lymphatique, à un moment donné, se jette dans la circulation sanguine. Donc, effectivement, ça doit passer peut-être initialement par la lymphe, ça rentre dans les ganglions, puis après, ça rentre dans la circulation sanguine. Les deux sont en permanence interconnectés. Donc, en fait, il y a des cellules cancéreuses qui circulent par ces deux systèmes, lymphatique et sanguin. OK. Je continue sur mes questions ou il y en a d'autres? Alors, j'ai pas mal d'autres questions. J'essaye de les relier un petit peu parce qu'on a des questions un petit peu de cas particuliers. Donc, j'essaye quand même de relier au cheminement que vous avez. Dans le cas d'une métastase au foie, est-ce que les mêmes traitements que ceux d'un cancer du foie, par exemple, peuvent être envisagés? Alors, ça, c'est vraiment une question très importante. Donc, effectivement, première notion que je vous ai déjà dit, que je redis, quand on a des cellules cancéreuses du cancer du sein à l'intérieur du foie, il s'agit bien de métastases du cancer du sein et ça n'est pas un cancer du foie. Oui. L'implication directe de ça au niveau traitement, c'est que le traitement qu'on va faire, c'est un traitement des métastases du cancer du sein et ça n'est pas un traitement du cancer du foie. Donc les traitements du cancer du foie ne sont jamais utilisés pour le cancer du sein, même s'il est localisé dans le foie. On ne vise pas le foie, on vise bien les cellules du cancer du sein localisées à l'intérieur du foie. Donc, ça paraît un peu subtil pour vous, mais voilà, l'idée, c'est vraiment que la maladie qu'on traite est bien le cancer du sein, qu'il soit localisé dans les poumons ou dans le foie. Alors, par contre, effectivement, il y a parfois certains traitements qui vont plus facilement à l'intérieur du foie, qui vont plus facilement à l'intérieur du cerveau, et parfois on adapte un petit peu le traitement du cancer du sein à la principale localisation métastatique. Mais voilà, retenez que fondamentalement, le traitement qu'on utilise, c'est un traitement du cancer du sein, s'il est hormonosensible ou pas, c'est-à-dire que c'est ce qu'on fait des traitements hormonaux ou pas, est-ce qu'il faut faire de la chimiothérapie, est-ce qu'il faut faire des thérapies ciblées, ça dépend uniquement, quasi uniquement, du cancer du sein en lui-même. Ok. Donc oui, donc du coup, je rebondis sur toutes les questions qui sont relatives à des cas un petit peu plus particuliers sur justement les essais cliniques, quel cas de traitement.
on n'aura pas nécessairement la réponse pour votre situation. Mais voilà, on essaye d'être le plus général possible et en même temps de répondre à un maximum de questions. Voilà, je précise. Trois questions Oui. qui sont arrivées. La question des métastases sur les vertèbres. Donc, les vertèbres sont effectivement des os importants et c'est effectivement une des zones importantes de la moelle osseuse. Alors, attention, parce que là, il y a aussi une subtilité. Les vertèbres protègent la moelle épinière. Vous savez, la colonne vertébrale. Derrière la colonne vertébrale, c'est la moelle épinière, là où descendent les nerfs. Ça part du cerveau, ça descend dans les jambes. C'est ce qui nous permet de marcher et de sentir. Ça, c'est la moelle épinière. Effectivement, la colonne vertébrale protège la moelle épinière. Mais, effectivement, à l'intérieur des vertèbres, il y a également de la moelle osseuse. En fait, d'ailleurs, la principale localisation de la moelle osseuse, c'est la colonne vertébrale, le bassin, un petit peu les humérus et les fémurs. Donc, c'est essentiellement ce qu'on appelle le squelette axial, c'est-à-dire effectivement la colonne vertébrale et le bassin. Et donc, une atteinte d'une vertèbre est bien une atteinte d'un os, c'est bien une métastase osseuse du cancer du sein, et il y a effectivement également une atteinte de la moelle osseuse quasi systématique. Par contre, ce qu'on vérifie, comme vous l'avez bien compris, c'est également l'atteinte de la moelle épinière. On veut être sûr que si la vertèbre est touchée, il n'y a pas aussi d'atteinte de la moelle épinière. C'est pour ça qu'on fait des IRM de la colonne vertébrale pour être sûr qu'il n'y a pas d'atteinte de la moelle épinière. La question du cancer chronique, oui. Est-ce que le cancer métastatique est forcément un cancer chronique? Et quelle est la définition exacte de chronique? C'est une bonne question, je pense. C'est même la question est en fait essentielle de la prise en charge du traitement en fait, du cancer. Quand vous avez un cancer du sein localisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de métastase, on va essayer d'éradiquer définitivement ce cancer, donc d'avoir un traitement curateur du cancer du sein. On fait une chirurgie, parfois on fait de la chimiothérapie, de la radiothérapie, de l'hormonothérapie, de l'immunothérapie. Tout ça, c'est pour éradiquer le cancer et guérir le cancer. Donc ça, c'est un cancer du sein localisé. Maintenant, on parle de cette situation métastatique. Le cancer est métastasé. Il y a des métastases qui se sont développées, par exemple dans les os ou dans le foie. Ça veut dire qu'il y a des cellules cancéreuses, des millions et des millions et des milliards de cellules cancéreuses qui se sont développées en dehors du sein, dans les os, dans le foie, dans les ganglions. Malheureusement, on ne pourra pas éradiquer 100% des cellules cancéreuses. Les traitements, même les plus efficaces, peuvent éradiquer 90, 95, 99, 99,9% des cellules cancéreuses de ces métastases, mais on sait qu'on ne peut pas les éradiquer complètement. Pourquoi? Parce que pour éradiquer complètement un cancer, par exemple le cancer du sein localisé, il faut enlever la tumeur. Et là, s'il y en a dans la moelle osseuse ou qu'il y en a qui circulent dans le sang, ça veut dire qu'on ne peut pas l'éradiquer. Malheureusement, ces cellules cancéreuses continuent à circuler. Le cancer peut être en rémission, mais il ne peut pas être guéri. Et c'est pour ça qu'on parle de maladie chronique. C'est parce que les cellules cancéreuses sont toujours là. Alors aujourd'hui, avec nos traitements, ils sont de plus en plus performants, on peut mettre la maladie en rémission pendant des années et des années, et c'est pour ça qu'on parle de maladie chronique. C'est une maladie qu'on met en rémission, mais il faut en permanence avoir des traitements pour empêcher les cellules cancéreuses de rechuter à nouveau. En fait, il y a déjà eu une rechute sous forme de métastase, on ne peut pas de deuxième rechute. Ça s'appelle la maladie chronique. Alors, maintenant, il y a pas mal de questions sur les traitements. Effectivement, puisque là, j'ai parlé surtout du diagnostic de la métastase. On a bien dit que c'était le cancer du sein. C'est le cancer du sein qui est localisé dans un autre organe, par exemple les vertèbres. Est-ce que, quand on a caractérisé ces cellules cancéreuses, ça va conditionner les traitements? Absolument. Alors absolument, parce que vous savez qu'il y a différents types de cancer du sein, le cancer du sein qui est sensible aux hormones, le cancer du sein triple négatif, le cancer du sein avec surexpression d'une protéine qui s'appelle HER2, qu'on appelle les HER2 positifs. Et bien évidemment que quand vous avez par exemple une métastase osseuse, on ne va pas traiter une métastase osseuse. On va traiter une patiente qui a une histoire et on va traiter sa maladie, un cancer du sein, soit triple négatif, soit RH+, soit HER2. Et c'est ces deux paramètres qu'on prend en compte pour traiter la maladie, pas la métastase. Donc effectivement, de temps en temps,
mais à culpa, on utilise, nous, médecins, des raccourcis qui sont parfois choquants. On dit on va traiter la métastase de Madame Dupont. Non, on ne va pas traiter la métastase de Madame Dupont, on va traiter Madame Dupont. Et Madame Dupont a une histoire. Et son histoire, c'est parfois, elle a d'autres maladies associées. Elle a eu déjà peut-être des traitements pour d'autres cancers ou pour ce cancer du sein. Elle prend d'autres traitements et elle a certaines envies pour sa vie personnelle, pour sa vie privée, pour sa vie professionnelle. Et ça, c'est à prendre en compte, puisqu'il y a des traitements, vous savez, sous forme de comprimés, il y a des traitements sous forme de perfusion. Il faut écouter ce que veulent les patients. Donc ça, on prend en compte le contexte de la patiente et on traite l'ensemble de la patiente. Et puis, on traite la maladie en elle-même, ses caractéristiques biologiques, est-ce que c'est sensible aux hormones ou pas, est-ce que c'est triple négatif ou pas. Et donc, c'est une conjonction de ce qu'est la patiente, de son histoire, de ses anciennes maladies, de ses traitements, de ce qu'elle veut, avec la biologie du cancer. Et donc, on ne traite pas la métastase vertébrale, on traite cet ensemble et on ajuste en fonction de la tolérance et de l'efficacité. Donc, voilà. On a fait le diagnostic de métastase, on a compris que la maladie était chronique et on fait le traitement en fonction non pas de la métastase, mais bien du cancer chez une patiente qui a certains désirs, certaines volontés, qui accepte ou pas les perfusions, qui veut un traitement agressif avec beaucoup d'effets secondaires, mais qui est prête à l'assumer, ou alors moins d'effets secondaires pour se laisser plus de liberté. C'est toute la subtilité en fait, du travail du cancérologue, de mettre en fait en phase à la fois ce qu'il connaît du cancer, de la biologie du cancer, de la biologie de la métastase et de ce que veut la patiente. Alors, résultat, il y a plein de questions qui sont arrivées et je n'ai Oui, pas réussi à toutes les lire. Est-ce que vous pouvez m'aider à en oui, sélectionner une ou bien deux? sûr. Alors, est-ce qu'un cancer triple négatif qui a des métastases n'est pas soignable? Est-ce vrai qu'un cancer triple négatif qui a des métastases n'est pas soignable? Comme je vous l'ai dit, le mot soignable, si, tout est soignable. C'est-à-dire, soignable, ça veut dire donner du soin, donner un traitement, et on va traiter tous les cancers, quels qu'ils soient, que ce soit des HER2 ou des triples négatifs. Donc, on va les soigner. Le mot, effectivement, là, qui est sous-entendu, c'est curable. Un Mm. cancer du sein triple négatif avec des métastases n'est en théorie pas curable. À nouveau, c'est une maladie chronique qu'il faut traiter au long cours. Et malheureusement, on sait que quand on arrête les traitements, il y a un risque de rechute du cancer. Alors, ça arrive, rarement, mais ça arrive que parfois, même des métastases, on arrive à les éradiquer. Donc, il peut y avoir parfois des traitements curateurs de cancer avec métastase. Mais c'est quand même assez rare et malheureusement, il faut dire ce qui est. La vérité, c'est que la majorité des cancers, quand ils ont des métastases, ne sont pas curables. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une maladie chronique qui nécessite des traitements au long cours pour mettre la maladie en rémission le plus longtemps possible. On ne considère pas que c'est une guérison, on considère que c'est une rémission, mais ça permet le plus souvent aux patients de vivre à peu près normalement. D'accord. Quand on a un traitement d'immunothérapie pour endormir la maladie, comment se fait-il que le cancer du sein se propage encore? Natacha qui demande ça. Je vais revenir à la première notion que je vous ai donnée. Le cancer évolue par lui-même. C'est-à-dire que de façon anarchique, il se développe en échappant en fait au système de contrôle de notre organisme. Le principal système de contrôle de notre organisme, c'est notre immunité. Notre immunité sert à se défendre contre les bactéries, les virus et contre le cancer. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe dans le cancer? C'est que notre système immunitaire est dépassé, n'arrive plus à contrôler les cellules cancéreuses. L'immunothérapie, c'est ça, c'est stimuler notre système immunitaire pour lui redonner la capacité de lutter contre le cancer. Et ça marche, mais partiellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de traitement qui redonne la pleine capacité à notre système immunitaire de lutter contre le cancer. Et le cancer, toujours, évolue par lui-même, continue à lui proliférer, malgré notre système immunitaire déficient, même si celui-ci est boosté par de l'immunothérapie. Donc l'immunothérapie, ça booste le système immunitaire, ça améliore notre système immunitaire, mais pas complètement, pas suffisamment pour éradiquer le cancer. Peut-être que ça marchera dans le futur, c'est une énorme piste de développement de la recherche contre le cancer, de donner une pleine puissance au système immunitaire pour se débarrasser définitivement du cancer, mais pour l'instant, aujourd'hui, dans l'immunothérapie qu'on utilise, notamment pour le cancer du sein,
on n'a pas la pleine puissance du système immunitaire, il reste déficitaire et malheureusement, les patients peuvent continuer à avoir un cancer qui évolue malgré l'immunothérapie. Julie nous demande, est-ce qu'il est possible d'être enceinte alors que les métastases ont été exterminées et que la maladie est endormie? Une grossesse est possible. Alors, la grossesse et le cancer du sein. La grossesse est un moment de la vie d'une femme où il y a un afflux massif d'hormones et donc de facteurs qui développent les seins, ce qui permet après l'allaitement. Et malheureusement, comme je vous l'ai dit également, les cellules du cancer du sein sont des cellules de sein, donc sensibles à la fois aux hormones et parfois aux facteurs qui stimulent les seins, par exemple pendant la grossesse. Et donc, ça va être compliqué pour un cancérologue d'autoriser une grossesse chez une patiente qui n'est pas guérie définitivement de son cancer. Et je vous l'ai dit, pour guérir du cancer, il faut avoir un cancer localisé, éradiqué chirurgicalement, on a enlevé la tumeur, on a tout détruit, on est à distance du cancer, et dans ce cas-là, on peut être rassuré. Il n'y aura pas ou très peu de risque de rechute. Madame, je pense que vous pouvez faire une grossesse. Le risque de l'afflux d'hormones et de facteurs de croissance pendant la grossesse ne va pas stimuler les cellules cancéreuses puisqu'il n'y a pas de métastases. Mais malheureusement, à contrario, s'il y a des métastases, comme je vous l'ai dit, elles sont logées un petit peu partout dans notre corps, elles circulent dans la circulation sanguine ou dans la moelle osseuse. Et donc, s'il y a une grossesse à ce moment-là, il est possible que ça réveille les métastases et que ça réactive les cellules cancéreuses. Et donc, la règle qu'on se fixe souvent cancérologue, c'est qu'à partir du moment où il y a des métastases du cancer du sein, c'est une contre-indication à une grossesse parce que ça peut réactiver les métastases avec un risque vital à la fois pour la maman et pour le bébé. Donc, malheureusement, en tout cas dans ma pratique, je n'autorise pas une grossesse à une femme qui a des métastases de son cancer du sein. D'accord. Merci pour cette réponse. Alors, j'essaye de faire un petit peu le tri dans les questions pour avoir quelque chose qui puisse répondre un petit peu au plus grand nombre. Lorsque le traitement permet une rémission, est-il envisageable de vivre sous traitement pendant 10 ans? En l'occurrence, là, Virginie nous parle de Trodelvy. Ou est-ce que le fait le traitement est stoppé malgré les risques de récidive car trop lourd ou coûteux? Alors, de façon globale, c'est la question en fait du traitement de la maladie chronique. Ça peut être effectivement le sacituzumab govitecan qu'on appelle le Trodelvy, ça peut être l'immunothérapie, il y a des questions sur le trastuzumab, l'herceptine, le pertuzumab, etc. Tous ces traitements donc doivent être, en règle générale, on va dire, continuer le plus longtemps possible pour maintenir la rémission le plus longtemps possible. Il arrive qu'on stoppe ces traitements quand il y a vraiment une rémission complète, qu'il n'y a plus aucun cancer et peut-être qu'il n'y a plus du tout de cellules cancéreuses. Mais on va dire que dans la majorité des cas, on maintient ces traitements. C'est des traitements de maintenance, typiquement l'immunothérapie, le trastuzumab, pertuzumab, l'herceptine, Perjeta, ou éventuellement le Trodelvy. Et on maintient ces traitements au long cours. On essaye de trouver une balance entre les bénéfices, c'est-à-dire le maintien de la rémission, et puis les effets secondaires de ces traitements. Et c'est voilà, typiquement la maladie chronique traitée de façon chronique par un traitement qu'on essaye le moins toxique possible et qui permet la vie la plus normale possible. Moi, j'ai des patientes qui sont traitées depuis 10 ans par l'association Herceptine Perjeta, un trastuzumab pertuzumab. Vous savez que maintenant, il y a une forme sous-cutanée de ces deux médicaments. Il y a des patientes qui vivent normalement malgré le fait qu'elles avaient des métastases de leur cancer du sein. Ça, c'est pour la maladie HER2. C'est ce qu'on vise, c'est ce qu'on vise. C'est vraiment la chronicité de cette maladie, le traitement qui est bien supporté et le plus longtemps possible. Ok. Justement, en termes de traitement, on nous parle aussi du choix de participer à des essais cliniques. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, peut-être? Alors, les essais cliniques, c'est l'évaluation scientifique d'un médicament qui n'est pas encore autorisé, ou d'une séquence de médicaments, ou d'une association de combinaison de traitements. Vous avez un traitement standard pour le cancer du sein, par exemple l'hormonothérapie ou l'immunothérapie, et on voudrait savoir s'il y a un nouveau traitement qui arrive sur le marché, un nouvel anticorps, une nouvelle thérapie ciblée ou une association d'un anticorps et d'une thérapie ciblée est plus efficace que le traitement standard.
Et donc, on va faire ces essais cliniques, ces essais thérapeutiques pour tester les nouvelles approches. Alors, attention, si on les fait, c'est qu'on pense que ça peut marcher mieux, mais on n'est pas sûr, puisque justement, on n'a pas les résultats de l'étude. Donc, on fait l'étude, et là où c'est un peu compliqué pour les patients qui participent aux essais cliniques, c'est que dans la plupart de ces essais, il y a le traitement standard et le traitement expérimental. On espère que le traitement expérimental marche mieux que le traitement standard. Mais si on veut vérifier ça, il faut que la moitié des patientes soit dans le groupe traitement standard et l'autre moitié dans le groupe traitement expérimental, pour montrer la supériorité du traitement expérimental par rapport au traitement standard. Et là, par contre, ce n'est pas facile pour les patientes. Un, parce qu'elles ne choisissent pas quel traitement elles vont avoir. C'est le hasard, ça s'appelle la randomisation. La moitié des patientes reçoivent le traitement standard, la moitié des patientes reçoivent le traitement expérimental. C'est le hasard qui décide, il y a un tirage au sort. Et puis, si elles sont dans le traitement standard, elles ont un traitement habituel, déjà reconnu, qui marche. Par contre, le traitement expérimental, peut-être qu'il marche mieux, mais peut-être qu'il est plus toxique, ou peut-être qu'il marche moins bien. Et donc, il y a aussi un petit risque de ce côté-là. Donc, c'est à la fois l'accès à des nouveaux traitements, des nouvelles molécules, des nouvelles stratégies très intéressantes pour les patients, mais c'est aussi un petit risque pour les patients qui ont peut-être un traitement qui ne marche pas ou qui marche moins bien ou qui est plus toxique. Mais c'est comme ça que nous, on avance dans notre médecine académique occidentale. On fait des tests, on fait des essais thérapeutiques pour comparer les médicaments les uns avec les autres, pour les comparer au niveau toxicité et au niveau efficacité. Ça prend du temps. Les patients, ça leur donne la possibilité d'avoir des nouveaux traitements, pas à la place d'eux, mais en plus d'eux. Et puis pour nous, ça nous permet d'augmenter nos connaissances sur le cancer du sein, sur les traitements du cancer du sein, et donc voilà, de faire progresser la science. Et si aujourd'hui, il y a le sacituzumab govitecan, c'est-à-dire le Trodelvy, dans le cancer du sein triple négatif, c'est bien qu'un jour, on a comparé le sacituzumab govitecan avec la chimiothérapie standard. Chimiothérapie standard, c'est le traitement qu'on faisait d'habitude. Le sacituzumab govitecan, molécule expérimentale, et on a montré que la molécule expérimentale, le sacituzumab govitecan, faisait mieux que la chimiothérapie. C'est pour ça qu'un cancer du sein triple négatif peut être traité aujourd'hui par le sacituzumab govitecan. C'est ces essais cliniques, et j'en profite pour remercier toutes les patientes qui participent à ces essais thérapeutiques, parce que ça nous permet d'avoir des connaissances nouvelles du cancer, de mieux comprendre cette maladie et d'avoir des nouveaux traitements qu'on utilise après en routine pour toutes les patientes. Guylaine nous demande si la grosseur d'une métastase est-elle synonyme de sa durée de présence dans le corps. Si une métastase est grosse, est-ce que ça veut dire qu'elle est là depuis plus longtemps? De façon assez simpliste, oui. C'est-à-dire qu'avec le temps, la tumeur a tendance à grossir. Alors parfois, elle est limitée dans son évolution par les contraintes de l'organe, mais voilà, typiquement, une tumeur grossit par elle-même avec le temps. Attention, il faut bien se rendre compte que quand vous avez un petit nodule de 1 cm3, un petit pois par exemple, vous avez à l'intérieur de ce petit pois 1 milliard de cellules cancéreuses. Donc pour arriver à 1 milliard de cellules cancéreuses, ça nécessite quand même un temps assez long. Et effectivement, quand on découvre une métastase de la taille d'un petit pois, par exemple à l'intérieur du foie, ça fait déjà plusieurs mois, voire plusieurs années qu'il est à l'intérieur du foie, que les cellules cancéreuses sont à l'intérieur du foie, puisque pour arriver à 1 milliard de cellules cancéreuses, il faut des mois et des mois. Mais effectivement, les grosses métastases signent une évolution assez importante du cancer. Et justement, comment repérer l'arrivée des métastases? Est-ce que les marqueurs sont un indicateur, nous demande Cécile. On a beaucoup de moyens diagnostiques pour faire la mise en évidence en fait, de ces métastases à l'intérieur des os, à l'intérieur du foie. Alors, ça peut être des marqueurs biologiques, sanguins, ça peut être des imageries, des scanners, des IRM, des PET scans. Attention, pour le cancer du sein localisé, quand on a bien vérifié qu'il n'y avait pas de métastase, on ne fait pas d'autres examens en surveillance. On ne fait pas de dosage de marqueurs, on ne fait pas d'imagerie, de scanner, de PET scan en surveillance, sauf en cas de suspicion de métastase. Les métastases, ça fait des symptômes. On va prendre l'exemple de la vertèbre dont on parlait tout à l'heure. Quand vous avez une atteinte de la vertèbre, ça fait mal.
Ça fait mal, par exemple, dans le dos. Alors, vous allez me dire, mais moi, j'ai mal dans le dos parce que j'ai des lombalgies, j'ai toujours mal au dos. Quand je porte une charge lourde, j'ai mal au dos. Oui, mais la douleur de la métastase est très importante. Souvent, c'est comme ça qu'on diagnostique une métastase de vertèbre, c'est en faisant une IRM vertébrale pour un mal de dos important qui ne cède pas avec du paracétamol ou des anti-inflammatoires. Quand on fait une IRM vertébrale à une femme qui a eu un cancer du sein, en fait, elle peut être normale, elle est souvent normale dans la majorité des cas. Et ça veut juste dire qu'au moment où on fait l'IRM, il n'y a pas de métastase. Mais rien ne nous dit qu'il n'y a pas une métastase qui va se développer 1 mois, 2 mois ou 3 mois après. Or, on ne va pas faire des IRM vertébrales à toutes les patientes qui ont eu un cancer du sein tous les 3 mois. Parce que ça n'a aucun intérêt pour la patiente, c'est très anxiogène à chaque fois qu'on fait un examen. Et puis, dans la majorité des cas, ces IRM sont normales. Et on ne découvre la métastase qu'au moment où apparaît la douleur, et c'est typiquement entre 2 IRM de contrôle. Donc voilà, la règle, c'est de ne pas faire des IRM vertébrales à tout le monde pour regarder des métastases vertébrales. Et puis, si on regarde la colonne vertébrale, pourquoi pas regarder le bassin, donc il faut faire des IRM des bassins, et pourquoi pas regarder le foie, il faut faire des IRM du foie, et pourquoi pas regarder les ganglions, il faut faire des PET scans, et pourquoi pas regarder les poumons, il faut faire des scanners, et on ne va pas multiplier tous ces examens. Donc, on ne fait pas tous ces examens en routine systématiquement, mais à chaque point d'appel, on sera vigilant pour une douleur vertébrale, pour une douleur du foie, pour un ganglion qui grossit. Donc, on fait les examens que s'il y a une suspicion clinique de métastase. Et on a pas mal de questions aussi sur des traitements préventifs. Est-ce qu'il n'y a pas, du coup, nous demande par exemple NK, n'y a-t-il pas de traitement permettant d'éviter l'apparition de métastases? Voilà, est-ce qu'il y a des choses en prévention? Question très, très importante. Effectivement, si on comprend de mieux en mieux le processus de métastase, on va pouvoir agir sur ce processus, sur ce mécanisme qui fait que la cellule est devenue métastatique, et donc empêcher l'apparition des métastases. C'est vraiment une idée qui remonte à déjà plusieurs décennies et qu'on essaie de creuser en recherche, mais aujourd'hui, on n'a pas réussi à trouver un traitement qui bloque le processus de métastase par lui-même. Il y a tout un tas de mécanismes biologiques qui aboutissent au fait que la cellule cancéreuse est partie du sein pour arriver dans la vertèbre. Tous ces mécanismes peuvent être bloqués, mais aujourd'hui, on n'a aucun traitement pour bloquer ce mécanisme de métastase. Donc, on ne fait que traiter les métastases ou traiter le cancer du sein. Et résultat, on n'a pas encore trouvé un moyen de bloquer le processus du mécanisme de la métastase en elle-même. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est une voie de recherche très importante. Alors, Virginie nous demande s'il y a un rituel sportif à recommander justement pour une patiente qui est sous traitement pour limiter les risques de récidive. Il n'y a pas de sport particulier à faire. L'activité physique adaptée à chaque condition de chaque personne, est essentielle pour que l'organisme aille bien, que l'organisme soit en pleine forme pour lutter contre le cancer, pour lutter contre les éventuels effets secondaires des traitements. Et donc, plus vous faites d'activité physique, plus vous serez en forme, plus vous serez apte à lutter contre les cancers en règle générale et le cancer du sein en particulier. Donc, on incite de plus en plus les patientes à faire de l'activité physique. Il n'y a pas une activité physique particulière, il faut faire de l'activité physique et cette activité physique doit être adaptée à votre condition physique. Maintenant, il y a des professionnels de l'activité physique, des professeurs d'activité physique adaptés qui peuvent vous orienter. Tout à fait. Et je rebondis en disant qu'effectivement, au sein de l'association, on vous propose plusieurs activités physiques qui sont adaptées. N'hésitez pas à demander renseignements à la suite du webinaire. Alors, on a des questions un petit peu plus ciblées. Françoise nous demande, est-ce qu'une métastase dans les vertèbres peut entraîner d'autres métastases dans la colonne malgré la radiothérapie? Excellente question. Je vais prendre la deuxième partie de la question pour revenir après à la première partie. On a une métastase localisée dans une vertèbre. On a envie d'éradiquer cette métastase. On fait des rayons sur la vertèbre. Alors, ça va effectivement éradiquer les cellules cancéreuses qui sont à l'intérieur de la vertèbre. Pourquoi on veut les éradiquer? Je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on n'a pas envie que ça touche la moelle épinière. La vertèbre protège la moelle épinière. Et il faut absolument que la métastase ne se développe pas dans la moelle épinière, parce que sinon, ça fait une compression de la moelle et il y a un risque de paraplégie. Donc, on va éradiquer les cellules cancéreuses à l'intérieur de la vertèbre qui menacent la moelle épinière. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, attention,
Il y a aussi une atteinte de la moelle osseuse et les cellules cancéreuses circulent. Et en fait, c'est exceptionnel d'avoir une atteinte que d'une seule vertèbre. Malheureusement, souvent, il y a une atteinte de plusieurs vertèbres. Donc, quand on fait une irradiation d'une vertèbre, ça n'empêche pas d'autres vertèbres d'être atteintes parce qu'elles sont atteintes, parce que c'est la moelle osseuse et parce qu'il y a des cellules circulantes. Donc, on essaye d'éradiquer au plus possible le cancer, mais on sait pertinemment que malheureusement, il y a d'autres cellules cancéreuses ailleurs. On a des questions aussi au niveau de l'immunité, justement. Est-ce que le non-retour d'un système immunitaire nous rend plus exposés à une éventuelle récidive? Alors attention, là vous me parlez donc des globules blancs ou des cellules du système immunitaire. Parfois, effectivement, il y a une baisse de ces globules blancs du système immunitaire, par exemple à cause de la chimiothérapie. Mais il faut savoir quand même que le système immunitaire, c'est éminemment complexe et que de toute façon, on a un système immunitaire qui fonctionne. Alors, il fonctionne mal, puisque c'est pour ça que le cancer s'est développé, mais il fonctionne quand même. Quand on a des globules blancs qui sont bas, bah oui, effectivement, il y a moins de système immunitaire. Et donc, c'est ce que ça rend plus sensible de faire une rechute. Si on a des globules blancs bas, ce n'est pas si simple que ça, ce n'est pas directement corrélé. Parce qu'il y a énormément d'autres cellules, d'autres anticorps, d'autres mécanismes pour le système immunitaire. Donc, il n'est effectivement pas très efficient, mais ce n'est pas le nombre exact de cellules de globules blancs qui font la capacité du système immunitaire. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et vous avez parfois un système immunitaire qui est plutôt bon malgré un faible nombre de cellules globules blancs, les leucocytes. Et puis inversement, parfois, il y a certains patients qui ont beaucoup de leucocytes, mais qui ont un système immunitaire pas suffisamment efficace. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Lorsque la chirurgie précède la chimiothérapie, comment savoir s'il y a une réponse au traitement? Demande Pascaline. On a fait une opération du cancer du sein, on a enlevé la tumeur et on fait un traitement adjuvant. Le traitement adjuvant est justement là pour empêcher les métastases. Et quand vous faites le traitement adjuvant, bah, par définition, il n'y a plus de cancer, puisqu'on l'a enlevé chirurgicalement. Donc, vous faites un traitement préventif pour empêcher la rechute. La seule façon de savoir s'il a marché, c'est bien en vérifiant qu'il n'y ait pas de rechute. Donc, plus vous avancez dans le temps, et s'il n'y a pas de rechute, ça veut dire que le traitement a été efficace. Mais effectivement, c'est toute la difficulté du traitement adjuvant, c'est qu'on n'a pas de moyen de savoir si ça marche, puisque c'est un traitement préventif de la rechute métastatique. C'est le sujet d'aujourd'hui. Merci. Et Julie nous demande quand est-ce qu'il est préconisé une mastectomie dans le cadre du cancer du sein métastatique? Le cancer du sein métastatique est bien une atteinte au-delà du sein du cancer. Faire une mastectomie, c'est un geste agressif et qui ne va pas guérir le cancer puisqu'il est allé au-delà du sein. Donc parfois on propose des mastectomies parce qu'on n'a pas envie que le cancer se redéveloppe à l'intérieur du sein, on n'a pas envie que ça fasse une grosse tumeur, que ça fasse, vous savez, des douleurs, des inflammations. Et donc on dit, bah voilà madame, on va vous proposer l'ablation du sein pour essayer d'empêcher le redéveloppement de votre cancer au niveau du sein. Mais on a déjà en tête que le cancer s'est développé sous forme de métastase, qu'il est ailleurs, et donc que le plus important n'est pas d'éradiquer la tumeur qui est dans le sein, mais bien d'éradiquer, de traiter l'ensemble de la maladie. Donc l'ablation du sein, la mastectomie dans ce cas-là, n'est qu'une partie du traitement et uniquement pour empêcher les signes locaux du cancer du sein à l'intérieur du sein. On parlait tout à l'heure de la radiothérapie. Elisabeth demande si la radiothérapie est possible et intéressante pour une métastase au poumon. Toutes les métastases, en règle générale, peuvent être éradiquées par des techniques de destruction focalisée. La radiothérapie, la cryothérapie, la radiofréquence, vous avez tout un tas de possibilités pour enlever une métastase, pour la détruire localement. Effectivement, une métastase du poumon, si elle est unique, si elle est mal placée, si elle fait des symptômes, peut être détruite, par exemple par de la radiothérapie, de la cryothérapie, de la radiofréquence ou de l'irradiation, c'est-à-dire de la radiothérapie. Tout ça, c'est vraiment des techniques dont le but est d'éliminer une zone menaçante, par exemple en termes de symptômes. Ça ne guérit pas le cancer à nouveau, mais ça permet d'éradiquer une zone qui est par exemple menaçante pour la moelle épinière, pour le système pulmonaire, pour le foie ou pour le cerveau. D'accord, merci.
Je pense qu'on a bien fait le tour des questions. Il y a eu des questions très précises. Je pense qu'en répondant à d'autres, vous avez donné des réponses à certaines. Euh, Alors, je vais quand même répondre à la dernière question oui, d'Élodie. je C'est une t'arrête. question importante. La question est celle de la rechute locale. Vous avez fait une chirurgie du sein et au niveau de la cicatrice se développe à nouveau une tumeur. C'est une rechute, mais ce n'est pas une rechute métastatique, c'est une rechute locale. Donc, il n'y a pas eu de développement en dehors du sein, c'est resté dans le sein ou sur la cicatrice du sein. Et dans ce cas-là, on retourne à la situation initiale où on essaye d'éradiquer complètement la maladie, de guérir la patiente. Et dans ce cas-là, effectivement, ça passe par une nouvelle chirurgie, par une nouvelle radiothérapie, par une nouvelle chimiothérapie, par une nouvelle hormonothérapie, parce que la maladie n'est pas métastasée. Donc, on a vraiment en fait une nouvelle maladie locale, une rechute locale. Donc, à nouveau, hein, retenez l'atteinte locale, la maladie localisée, le cancer localisé ou la rechute localisée, et on va tout faire pour guérir la patiente. Et malheureusement, l'évolution métastatique, les cellules cancéreuses qui sont parties au-delà du sein, et là, on n'est plus dans un traitement curateur à 100%, on est pour un traitement qui vise la rémission prolongée d'une maladie chronique. D'accord. On a une dernière question de NK. Est-ce que diagnostiquer un cancer à un stade précoce limite le risque de voir les métastases plus tard? Absolument. Absolument, puisque, à nouveau, le cancer localisé peut être éradiqué, on guérit le cancer localisé, et donc comme ça, ça évite le développement des métastases, et donc c'est guéri définitivement. Donc oui, l'idée du dépistage du cancer du sein, c'est bien de diagnostiquer la maladie quand elle est très localisée, quand elle est localisée dans le sein et qu'on peut guérir ce cancer. C'est ça le but du dépistage, c'est de diagnostiquer un maximum de maladies locales et curables. Quand on diagnostique la maladie au stade métastatique, on ne peut plus la guérir. Faites-vous dépister, c'est comme ça qu'on va guérir le maximum de femmes avec cancer du sein. Merci beaucoup, docteur. On a encore des questions. On arrive un petit peu au bout du temps qui nous était imparti. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions par mail. On pourra essayer d'y répondre. Il y aura d'autres webinaires dédiés aux femmes touchées par un cancer métastatique. Donc, n'hésitez pas à regarder le programme qui est disponible déjà en ligne. Merci beaucoup, docteur, pour vos éclairages, vos réponses qui ont été très claires. Merci d'avoir pris le temps. J'espère, mesdames, qu'on a pu vous éclairer. Je vous souhaite à toutes une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres webinaires. Voilà. Merci à vous pour Merci. l'invitation. Merci, docteur. Au revoir. Au revoir.